J'ai assisté au mariage de mon fils, que j'ai élevé en tant que père célibataire, mais ma plaque nominative indiquait « faux père peu instruit ». La famille très instruite de la mariée a éclaté de rire, mais quand j'ai essayé de partir, mon fils a dit « Papa, rentrons à la maison ». Le lendemain, une chose incroyable s'est produite dans leur entreprise. L'invitation au mariage est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 semaines, avant même que je ne puisse me résoudre à l'ouvrir. Ce n'était pas parce que je ne voulais pas célébrer le mariage de mon fils, mais plutôt parce que je savais ce que l'ouverture de cette enveloppe signifiait. Cela signifiait affronter le fait que Tyler partait, qu'il partait vraiment, pour rejoindre une famille qui possédait tout ce que je n'avais jamais été capable de lui donner. Je m'appelle Robert Hay. J'ai 52 ans. Et depuis 28 ans, je travaille comme superviseur de maintenance chez Riverside Manufacturing. Ce n'est pas un travail glamour. Je répare des machines cassées, je dirige une équipe de 6 hommes valables, et je m'assure que les lignes de production continuent de tourner. Je pointe à 6 heures chaque matin, comme je l'ai toujours fait depuis que Tyler avait 2 ans, et que sa mère a franchi la porte sans se retourner. Ce matin-là, elle est partie. Angela n'a même pas fait de valise. Elle a juste attrapé son sac à main, m'a regardé tenir notre fils endormi, et a prononcé 5 mots qui allaient définir les 3 prochaines décennies de ma vie, je ne peux plus faire ça. Les papiers du divorce sont arrivés par la poste 2 semaines plus tard, accompagnés de documents de garde qui me donnaient l'entière autorité parentale. Elle ne voulait pas de garde partagée, elle ne voulait pas de droit de visite. Elle voulait sortir de là, complètement et définitivement. C'est ainsi que je suis devenu à la fois mère et père pour un petit garçon de 2 ans, tout en travaillant à temps plein dans une usine qui payait juste assez pour nous maintenir à flot. J'ai appris à cuisiner des macaronis au fromage de 50 façons différentes. Je suis devenu un expert pour rapiécer les jeans déchirés, et pour faire disparaître les taches de craie sur les murs. J'ai appris tout seul à tresser les cheveux pour le jour de la photo de classe, parce que Tyler insistait pour ressembler à la sœur de son ami. J'étais terrible à ça, mais Tyler portait ses tresses tordues avec fierté. L'invitation au mariage était en papier cartonné lourd et coûteux, avec des lettres en relief. La fiancée de Tyler, Vanessa Morrison, venait d'une famille riche, vraiment riche. Son père, Charles Morrison, possédait Morrison & Associates, un cabinet d'avocats prestigieux du centre-ville. Sa mère, Patricia, avait un doctorat en économie et enseignait à l'université. Vanessa elle-même avait obtenu son diplôme summa cum laude dans une université de l'Ivy League, et elle était déjà en voie de devenir associée au cabinet de son père, à l'âge de 26 ans seulement. Et puis il y avait moi, avec mon diplôme de fin d'études secondaires, superviseur d'usine, élevant un fils dans un 2 pièces au-dessus de la quincaillerie de Murphy. Tyler avait rencontré Vanessa il y a 3 ans, lorsque sa petite start-up technologique a eu besoin d'un conseiller juridique. Il avait bâti cette entreprise à partir de rien, codant dans notre salon nuit après nuit, pendant que je lui apportais du café et des sandwichs. Il était brillant, mon garçon. Il a réussi à faire ses études au collège communautaire, puis à l'université d'État, grâce à des bourses et à sa détermination. Tout ce qu'il avait accompli, il l'avait gagné lui-même. Mais je savais ce que la famille de Vanessa pensait de moi. Tyler l'avait mentionné avec précaution, essayant d'adoucir le coup. « Papa, juste pour que tu saches, les Morrison sont assez formels. Ils accordent beaucoup d'importance au diplôme et à l'éducation. Ne les laisse pas t'atteindre, d'accord ?» Le mariage avait lieu au domaine Grandview, le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les magazines, un immense manoir avec des jardins entretenus à la perfection, une salle de bal avec des lustres en cristal, et une liste d'invités qui ressemblait au bottin mondain des professionnels à succès. J'ai loué un costume qui ne m'allait pas tout à fait bien. J'ai acheté de nouvelles chaussures qui me pinçaient les pieds, et j'ai conduit mon vieux camion de 15 ans jusqu'au lieu de réception. Quand je suis arrivé à la salle de réception, une jeune femme avec un porte-bloc m'a dirigé vers mon siège. « Non, s'il vous plaît. » Robert Hay. Je suis le père du marié. Elle a scanné sa liste, a trouvé mon nom, et m'a conduit vers une table près du fond. Pas à la table d'honneur où Tyler serait assis, pas même près du devant. Ma table était positionnée derrière une colonne décorative, partiellement cachée des festivités principales. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Les autres invités à ma table étaient assez amicaux. Des ouvriers d'usine que j'avais invités. Mon frère Dean et sa femme Suzanne, ma voisine Madame Patterson, qui avait gardé Tyler quand il était jeune. Nous étions la section des cols bleus, isolée des avocats, des médecins et des cadres d'affaires qui remplissaient les tables près du devant.
La cérémonie était magnifique. Tyler était beau dans son smoking, ses yeux brillants de bonheur alors que Vanessa descendait l'allée, dans une robe qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. J'ai pleuré en le regardant prononcer ses vœux, me souvenant du petit garçon qui avait l'habitude de grimper dans mon lit pendant les orages, et qui me faisait des cartes pour la fête des pères avec des bonshommes allumettes et beaucoup trop de colle. Mais c'est à la réception que tout s'est effondré. La salle de réception était magnifique. Des tables rondes drapées de nappes en ivoire, des centres de table de roses blanches et d'orchidées, des couverts avec plus de fourchettes et de cuillères que je ne savais quoi en faire. À la table d'honneur, Tyler et Vanessa étaient assis, entourés du cortège nuptial. Tous riaient et portaient des toasts avec du champagne, servis dans des bouteilles dont je ne pouvais pas prononcer le nom. J'ai trouvé mon siège à la table 14, niché derrière cette colonne, et c'est là que je l'ai vu. Chaque place avait un porte-nom, des cartes élégantes avec une calligraphie annonçant chaque invité. La plupart disaient des choses simples. Docteur Richard Morrison pour l'oncle de Vanessa. Juge Patricia Anderson pour une amie de la famille. Directeur James Walsh pour l'un des collègues de Charles Morrison. Mon porte-nom trônait devant moi, comme une gifle en plein visage. On pouvait y lire « Robert est, agent de maintenance peu instruit. Faux père ». J'ai fixé ces mots, les lisant encore et encore, mes mains commençant à trembler. Peu instruit. Faux père. Quelqu'un avait spécifiquement demandé ce porte-nom. Avait payé pour faire imprimer ces mots. Avait décidé que c'était ainsi que je devais être identifié, au mariage de mon propre fils. Rob, c'est quoi ce bordel? Mon frère Dean regardait le porte-nom avec une colère croissante. Tu as vu ce qu'ils ont mis sur ta carte? Madame Patterson l'a ramassé, son visage devenant rouge. C'est honteux. Absolument honteux. Qui ferait une chose pareille? J'ai regardé vers la table d'honneur. La mère de Vanessa, Patricia Morrison, observait notre table avec un sourire qui ne pouvait être décrit que comme satisfait. Elle s'est penchée, a chuchoté quelque chose à son mari, Charles, et ils ont tous deux regardé dans ma direction. Charles a levé légèrement sa coupe de champagne, un toast moqueur. Près d'eux était assis le frère de Vanessa, Preston Morrison, un avocat d'affaires qui avait clairement fait comprendre, dès notre première rencontre, qu'il trouvait mon existence amusante. Il pointait ma table du doigt, disant quelque chose aux invités autour de lui. Ils se sont tous retournés pour regarder, et plusieurs d'entre eux ont ri. Rob, on devrait partir, a dit Dean, posant sa main sur mon épaule. Tu n'as pas à supporter ça. Mais je ne pouvais pas bouger. Je suis juste resté assis là, fixant ce porte-nom, sentant chaque insécurité que j'avais enterrée pendant 28 ans refaire surface. Les nuits où j'étais allé au lit le ventre vide pour que Tyler puisse se resservir au dîner. Les fois où j'avais porté les mêmes bottes de travail usées pendant 3 ans, parce que Tyler avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Les réunions parents-professeurs où les autres pères arrivaient en costume, tandis que je venais directement de l'usine, mes mains encore tachées de graisse de machine. J'avais pensé que mes sacrifices comptaient. J'avais pensé qu'élever Tyler, l'aimer, être là pour chaque genou écorché, chaque mauvais rêve et chaque moment de fierté, faisait de moi son vrai père. Mais pour ces gens, je n'étais qu'un agent de maintenance peu instruit, pire encore, un faux père. L'insulte m'a blessé plus profondément que tout ce qu'Angela avait fait lorsqu'elle nous a abandonnés. Au moins, elle avait été honnête sur le fait de ne pas vouloir être mère. Ces gens me disaient que tout ce que j'avais donné à Tyler pendant 28 ans ne comptait pas, parce que je n'avais pas les bons diplômes, le bon travail, le bon milieu. Je dois sortir d'ici, dis-je calmement en me levant. Papa, attends. La voix de Tyler a traversé le bruit de la réception. Je me suis retourné pour le voir marcher vers moi, et j'ai réalisé qu'il avait vu le porte-nom. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée par une émotion que je ne pouvais pas tout à fait lire. Tyler, je suis désolé, dis-je rapidement. Je ne veux pas gâcher ton mariage. Je vais juste rentrer à la maison. Il a regardé le porte-nom dans ma main, puis ses nouveaux beaux-parents à la table d'honneur. Patricia Morrison nous regardait toujours avec ce sourire satisfait. Charles s'était retourné vers sa conversation avec un juge, nous ignorant déjà. Tyler a pris le porte-nom de ma main et l'a lu lentement. Quand il a levé les yeux, son regard était rempli de larmes. Papa, on rentre à la maison. Quoi? Non, Tyler. C'est ton mariage. Tu ne peux pas quitter ton propre mariage. Regarde-moi faire.
Il s'est tourné vers la table d'honneur et a élevé la voix. Vanessa, il faut qu'on parle. Maintenant. La réception est devenue silencieuse. 300 invités ont arrêté de manger, de boire, de parler, tous les yeux se tournant vers nous. Vanessa s'est levée lentement, la confusion traversant son visage. Tyler, qu'est-ce qui ne va pas? Il a levé le porte-nom. Est-ce que tu étais au courant de ça? L'expression de Vanessa est passée de la confusion à la compréhension, puis à l'horreur. Oh mon Dieu, Tyler. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Mais ta mère savait. La voix de Tyler était froide maintenant, une fureur maîtrisée remplaçant le choc initial. N'est-ce pas? Patricia Morrison s'est levée, son sourire ne vacillant jamais. Tyler, chérie, il n'y a pas besoin de faire une scène. C'est juste une petite blague. Un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Une blague? La voix de Tyler est montée d'un cran. Tu as traité mon père de faux père. Tu as insulté l'homme qui m'a élevé, qui a tout sacrifié pour moi, qui m'a appris à quoi ressemble le véritable amour et le véritable engagement. Charles Morrison s'est raclé la gorge. Allons, fiston, soyons raisonnables. Nous avons payé pour ce mariage. Nous t'avons accueilli dans notre famille. Tout ce que nous avons fait, c'est reconnaître certaines vérités sur les milieux et l'éducation. Des vérités? Tyler a ri, un son amer que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Vous voulez parler de vérité? Voici la vérité. Mon père a travaillé 60 heures par semaine pour que j'aie un toit au-dessus de la tête. Il a appris à cuisiner parce que j'avais des allergies alimentaires et que nous ne pouvions pas nous payer un diététicien. Il a appris l'algèbre et la trigonométrie tout seul, avec des vidéos YouTube, pour pouvoir m'aider avec mes devoirs. Il n'a jamais manqué une seule réunion parent-professeur, pas une seule, même quand cela signifiait perdre du salaire au travail. Il a marché vers la table d'honneur, sa voix portant à travers la salle de réception silencieuse. Et vous savez quelle est la vraie vérité? Mon père a fait tout cela sans diplôme universitaire, sans argent de famille, sans aucun des avantages que vous, les gens, prenez pour acquis. Il l'a fait parce qu'il m'aimait, parce qu'il m'a choisi. Parce qu'être père, ce n'est pas une question de biologie, de diplôme ou de statut social. C'est le fait d'être présent chaque jour, peu importe à quel point c'est difficile. Vanessa pleurait maintenant. Tyler, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça. Peut-être que tu ne savais pas, dit Tyler, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais ta famille le savait, et ils ne respectent clairement pas la personne que je suis, ni d'où je viens. Il s'est retourné vers moi. Papa, je pensais ce que j'ai dit. On rentre à la maison. Tyler, s'il te plaît, dis-je calmement. Ne jette pas ton mariage par la fenêtre pour ça. On pourra en parler plus tard. Il n'y a rien à discuter plus tard. Il a enlevé sa veste de smoking et l'a posée sur une chaise. Ces gens viennent de me montrer exactement qui ils sont, et je ne vais pas passer ma vie à m'excuser du fait que mon père est le meilleur homme que j'ai jamais connu, indépendamment de son niveau d'éducation ou de son titre professionnel. Preston Morrison s'est levé, le visage rouge. Tu fais une erreur, Tyler, en tournant le dos à cette famille, à ses connexions. As-tu une idée de ce que nous pouvons faire pour ta carrière? Je ne veux rien de ce que vous pouvez faire pour ma carrière, dit Tyler sèchement. J'ai bâti mon entreprise moi-même. Je continuerai à la bâtir moi-même. Tyler avait encore beaucoup à dire, mais j'ai besoin que vous entendiez ce qui s'est passé ensuite. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous fait penser différemment à ce qui compte vraiment dans la vie, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton s'abonner. Laissez un commentaire ci-dessous à propos d'une fois où quelqu'un vous a sous-estimé, vous ou quelqu'un que vous aimez. Et donnez un j'aime à cette vidéo pour que plus de gens puissent entendre l'histoire de Tyler. Et souvenez-vous que la valeur ne se mesure pas en diplôme ou en compte bancaire. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé à ce mariage. Tyler a marché jusqu'à l'endroit où je me tenais et m'a pris par le bras. Viens, papa. On s'en va. Tyler, non, a dit Vanessa, descendant de la table d'honneur. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Je ferai en sorte que mes parents s'excusent. On peut leur faire enlever cet horrible porte-nom. Ce n'est pas juste une question de porte-nom, Vanessa, a dit Tyler, et je pouvais entendre la douleur dans sa voix. C'est à propos de ce que cela représente. Ta famille regardera toujours mon père de haut.
Ils le verront toujours comme inférieur, comme quelque chose dont il faut avoir honte, et je ne vivrai pas ma vie en prétendant que c'est acceptable. La voix de Charles Morrison est devenue glaciale. Si tu sors d'ici, Tyler, tu rejettes bien plus que ce simple mariage. Tu rejettes ta femme, ton avenir avec cette famille, et potentiellement tes relations d'affaires. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour quelques sentiments blessés? Tyler a regardé son nouveau beau-père avec quelque chose proche de la pitié. Monsieur Morrison, le fait que vous puissiez poser cette question me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur vos valeurs. Oui, ça vaut le coup. Mon père en vaut la peine. Il en a toujours valu la peine. Nous sommes sortis ensemble, Tyler toujours dans sa tenue de marié, moins la veste. Moi et mon costume de location mal ajusté. Derrière nous, 300 invités étaient assis dans un silence stupéfait. Je pouvais entendre Vanessa pleurer. Je pouvais entendre la voix perçante de Patricia Morrison commencer à déformer l'histoire. Je pouvais entendre les chuchotements commencer. Sur le parking, Tyler s'est tenu à côté de mon vieux camion et a ri. Il a ri, pour de vrai. Tu sais quoi, papa? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Tyler, tu viens juste de quitter ton propre mariage. Je sais. Il a levé les yeux vers le ciel du soir. Et on dirait que c'est la première chose honnête que j'ai faite depuis des mois. Nous sommes rentrés à mon appartement au-dessus de la quincaillerie de Murphy, tous les deux silencieux. Je m'attendais sans cesse à ce que Tyler regrette sa décision, à ce qu'il réalise ce qu'il avait jeté. Mais quand nous sommes rentrés et que j'ai fait du café, comme je l'avais toujours fait dans mon vieux percolateur qui prenait une éternité mais faisait le meilleur café, Tyler s'est assis à notre petite table de cuisine et a souri. Ici, a-t-il dit en regardant autour de l'appartement exigu où je l'avais élevé. Ici, ça a toujours été la maison. Pas ce manoir, pas cette salle de réception. Cet endroit, avec toi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de rejouer la réception, le porte-nom, le discours de Tyler, la sortie. Je pensais à Vanessa en pleurs, au mariage qui s'était terminé avant d'avoir vraiment commencé. Je pensais aux conséquences auxquelles Tyler ferait face pour m'avoir choisi plutôt que la famille Morrison et leur connexion. Mais surtout, je pensais à ce qu'il avait dit. Être père, ce n'est pas une question de biologie, de diplôme ou de statut social. C'est le fait d'être présent chaque jour. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone qui sonnait. Il était 6 heures, et j'étais censé être à l'usine, mais je m'étais porté malade pour la première fois en 5 ans. Le numéro était inconnu. Monsieur est, ici Jennifer Mitchell de chez Morrison & Associates. Je suis l'assistante exécutive de Monsieur Charles Morrison. Mon estomac s'est noué. Ça y est. Le procès, le harcèlement, quelle que soit la vengeance que les Morrison avaient planifiée. J'appelle parce qu'il y a eu un incident au cabinet ce matin, et cela implique votre fils Tyler. Pourriez-vous venir au centre-ville immédiatement? J'ai enfilé des vêtements et j'ai conduit jusqu'au bâtiment de Morrison & Associates, mon esprit parcourant toutes les possibilités. Est-ce que Tyler était allé les confronter? Avait-il porté plainte pour quelque chose? Est-ce que Vanessa avait fait quelque chose de drastique? Le cabinet d'avocats occupait 3 étages d'une tour de verre au centre-ville. Je n'étais jamais entré à l'intérieur auparavant. Le hall était tout en marbre et en art moderne, le genre d'endroit où mes bottes de travail semblaient être une violation. Jennifer Mitchell m'a accueilli à l'ascenseur. Une femme professionnelle dans la quarantaine, qui m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Monsieur est, merci d'être venu si rapidement. Tyler est dans la salle de conférence principale avec les associés. Il y a eu un développement significatif concernant les événements d'hier. Elle m'a conduit à travers un labyrinthe de couloirs bordés d'œuvres d'art coûteuses et de plaques annonçant diverses victoires juridiques. La salle de conférence avait des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Autour d'une table massive étaient assis Charles Morrison, Patricia Morrison, 3 autres associés que je ne reconnaissais pas, et Tyler. Vanessa était là aussi, assise aussi loin de ses parents que possible. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Robert, a dit Charles Morrison en se levant quand je suis entré. Sa voix était différente d'hier, plus calme, plus contrôlée. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé Tyler. Ça va? Je vais bien, papa. Tyler a fait un geste vers une chaise vide. Assieds-toi. Tu as besoin d'entendre ça. L'une des autres associées,
Une femme nommée Hélène Rodriguez selon son porte-nom, juste son nom, rien d'insultant s'est raclé la gorge. Monsieur est, je suis l'associée directrice de ce cabinet. Hier soir, après l'incident du mariage, j'ai reçu un appel téléphonique préoccupant de la part de Tyler concernant un comportement discriminatoire de la part des dirigeants du cabinet envers vous. Ce matin, a-t-elle continué, j'ai mené un examen d'urgence de la situation. Ce que j'ai découvert, c'est que l'incident du porte-nom n'était pas un événement isolé. Cela faisait partie d'un modèle de discrimination et de comportement hostile qui viole non seulement les politiques éthiques de notre cabinet, mais potentiellement plusieurs lois sur l'emploi et les droits civiques. Le visage de Charles Morrison était rouge. Hélène, c'est une affaire de famille. Il n'y a pas besoin d'impliquer les affaires du cabinet. C'est devenu une affaire du cabinet, a dit Hélène sèchement, quand vous avez utilisé les ressources du cabinet pour créer ce porte-nom. Quand vous avez utilisé votre position d'associé principal pour faire pression sur l'organisateur du mariage afin de le mettre en place, et quand vous avez fait des déclarations à d'autres associés sur l'adéquation de Tyler à s'associer avec ce cabinet, en vous basant sur le niveau d'éducation et la profession de son père. J'ai regardé Tyler. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout documenté, a dit Tyler calmement. Chaque conversation où ton nom a été évoqué, chaque commentaire sarcastique sur ton travail, chaque fois qu'ils ont suggéré que je devrais être embarrassé par mes origines. J'ai enregistré la conversation d'hier sur le parking, où Patricia a explicitement déclaré qu'avoir un père col bleu limiterait mon accès à leur cercle social. C'est un enregistrement illégal, a protesté Charles. L'Illinois est un État où le consentement d'une seule partie suffit, a répondu Tyler. Je suis dans mon droit. Hélène Rodriguez a poursuivi. De plus, Tyler a attiré mon attention sur le fait que le cabinet a récemment refusé un contrat important à son entreprise technologique, spécifiquement parce que Charles Morrison estimait que cela donnerait une mauvaise image du cabinet d'être associé à quelqu'un ayant les antécédents douteux de Tyler. Quoi? Vanessa a regardé son père avec choc. Papa, tu as fait perdre ce contrat à Tyler? Tu m'as dit que le cabinet avait décidé de choisir une plus grande entreprise technologique. Charles est resté silencieux. Le contrat en question, a dit Hélène, valait environ 2,3 millions de dollars sur 3 ans. L'entreprise de Tyler était le soumissionnaire le plus qualifié, mais Charles a utilisé sa position pour orienter le contrat ailleurs. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique. C'est potentiellement une ingérence illicite dans les relations commerciales. La salle est devenue très silencieuse. Hélène a regardé directement Charles et Patricia. À partir de ce matin, vous êtes tous les deux placés en congé administratif dans l'attente d'une enquête complète. Le comité d'éthique du cabinet examinera non seulement l'incident d'hier, mais aussi le modèle plus large de comportement discriminatoire. Selon les conclusions, vous pourriez faire face à une suspension, un licenciement ou, dans le pire des cas, une procédure de radiation du barreau. Patricia a finalement parlé, sa voix tremblante. C'est absurde. Nous avons payé pour ce mariage. Nous avons accueilli Tyler dans notre famille. Une petite blague à la réception, et maintenant nos carrières sont en jeu. Maman, a dit Vanessa doucement. Ce n'était pas une blague et ce n'était pas petit. Tu as délibérément humilié l'homme qui a élevé mon mari. Tu as utilisé ta position et ton argent pour qu'il se sente sans valeur lors de ce qui aurait dû être une fête. Le cabinet a une réputation à maintenir, a continué Hélène. Nous représentons des clients de tous les milieux socio-économiques. Nous ne pouvons pas avoir des associés principaux qui font preuve de préjugés contre les travailleurs manuels, qui croient que l'éducation et la richesse déterminent la valeur d'une personne, ou qui utilisent leur position pour punir ceux qu'ils jugent inférieurs. Je suis resté assis là, traitant tout cela. Tyler était parti en guerre contre ses nouveaux beaux-parents, avait mis leur carrière en jeu, avait potentiellement détruit son mariage avant même qu'il ne commence. Tyler, dis-je doucement. C'est trop. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Si, je le devais, papa. Il m'a regardé avec une certitude absolue. Tu as passé 28 ans à te battre pour moi. Il est temps que je me batte pour toi. Hélène Rodriguez s'est tournée vers moi. Monsieur Hay, le cabinet souhaite vous présenter des excuses formelles au nom de ses associés. De plus, nous sommes prêts à discuter d'une compensation pour la détresse émotionnelle causée par l'incident d'hier. Je ne veux pas de compensation, dis-je. Je veux juste du respect. Vous l'avez, a dit Hélène fermement. De la part de ce cabinet, de ma part, et de la part de tous ceux dans cette pièce qui comprennent qu'être un bon père n'a rien à voir avec les diplômes ou les titres professionnels.
La réunion a continué pendant une autre heure, passant en revue les détails et les prochaines étapes, mais j'ai cessé d'écouter attentivement. Je regardais Tyler et Vanessa de l'autre côté de la table. Ils n'étaient pas assis ensemble, mais ils ne cessaient de se lancer des coups d'œil, et je pouvais voir quelque chose passer entre eux. De la douleur, oui, mais aussi de la compréhension. Finalement, Hélène a levé la séance. Charles et Patricia sont partis sans parler, leur humiliation étant complète. Les autres associés ont fait des adieux polis. Finalement, il ne restait plus que moi, Tyler, Vanessa et Hélène. Tyler, a dit Vanessa doucement. Est-ce qu'on peut parler en privé? Tyler m'a regardé. J'ai hoché la tête. Vas-y, fiston. Je t'attendrai dans le hall. En fait, a dit Hélène, Monsieur Hay, pourrais-je vous parler un instant dans mon bureau? Je l'ai suivi dans un autre couloir jusqu'à un bureau d'angle qui était, d'une certaine manière, à la fois impressionnant et accueillant. Hélène m'a fait signe de m'asseoir. Je voulais m'excuser personnellement, non seulement pour ce qui s'est passé au mariage, mais pour le fait que la culture de notre cabinet a permis à des associés comme Charles Morrison de maintenir de telles attitudes pendant si longtemps. Ce n'est pas votre faute, dis-je. Si, ça l'est, a-t-elle répondu. Je suis l'associée directrice. Créer un environnement inclusif est ma responsabilité. Ce qui vous est arrivé hier était inacceptable, et c'est arrivé parce que je n'ai pas prêté assez attention aux signes avant-coureurs. Elle a sorti un dossier. J'ai examiné l'entreprise de Tyler. Son travail est exceptionnel. Le cabinet aurait dû être reconnaissant de passer un contrat avec lui, et non pas utiliser ses antécédents comme raison pour lui refuser des opportunités. Tyler est brillant, dis-je. Il l'a toujours été. Il tient ça du côté de sa mère. Angela était intelligente, elle ne pouvait juste pas gérer la responsabilité de la parentalité. Hélène a souri. D'après ce que j'ai vu, il tient son éthique de travail et sa détermination du côté de son père. Ses qualités valent plus que n'importe quel diplôme. Nous avons parlé quelques minutes de plus de tout et de rien. Quand je suis finalement retourné dans le hall, j'ai trouvé Tyler et Vanessa assis ensemble sur un canapé, se tenant la main et parlant doucement. Ils ont levé les yeux quand je me suis approché. Papa, a dit Tyler. Vanessa et moi avons discuté. On veut refaire le mariage, a dit Vanessa. De la bonne manière cette fois. Une petite cérémonie, juste avec les gens qui comptent vraiment. Pas de lieu coûteux, pas de liste d'invités prétentieuse, pas de porte-nom sauf ceux qui disent ce qui est vraiment important. La famille. Vous êtes sûrs de ça tous les deux, ai-je demandé. Hier, c'était assez définitif. Hier, a dit Tyler, c'était pour faire une déclaration. Aujourd'hui, c'est pour faire un choix. Et je choisis Vanessa, mais je te choisis aussi, papa. J'ai fini de faire semblant que ces choses sont en conflit. Vanessa a hoché la tête. Mes parents avaient tort. Complètement, inexcusablement tort. Mais Tyler a raison sur ce qui compte. Je suis tombée amoureuse de lui en sachant d'où il venait, en connaissant son histoire. J'aurais dû être fière de ça, au lieu de laisser mes parents me faire honte. Tes parents font face à de graves conséquences, ai-je souligné. Ils les méritent, a dit Vanessa fermement. Ce qu'ils ont fait était cruel et discriminatoire. Mais cela ne signifie pas que Tyler et moi ne pouvons pas construire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. 3 semaines plus tard, nous avons organisé une petite cérémonie dans le jardin de mon frère Dean. 50 invités, la plupart des gens de la classe ouvrière qui connaissaient Tyler depuis qu'il était bébé. L'organisatrice du mariage était Madame Patterson, qui a tout organisé avec une précision militaire et un amour maternel. Le gâteau venait de la boulangerie Martinez, où j'avais acheté des gâteaux d'anniversaire pendant 28 ans. La musique était fournie par un groupe qui jouait habituellement à la salle syndicale locale. Mon porte-nom à la table disait simplement « Robert Hay, père du marié ». Tyler a fait un discours qui a fait pleurer tout le monde. Il a parlé de la différence entre être présent et se mettre en avant, entre la vraie richesse et la vraie valeur. Il m'a remercié de lui avoir appris que le caractère ne se construit pas dans des écoles chics ou des emplois prestigieux, mais dans les choix quotidiens de bien agir envers les gens qu'on aime. Vanessa a parlé aussi. Elle s'est excusée publiquement pour le comportement de sa famille et a annoncé qu'elle quittait Morrison & Associates pour lancer son propre cabinet, se concentrant sur la représentation des travailleurs dans les cas de discrimination à l'emploi. Son premier client serait pour défendre un meilleur traitement des agents de maintenance dans une certaine usine de fabrication.
Charles et Patricia Morrison n'étaient pas présents. Ils étaient toujours en congé administratif, faisant face à des examens d'éthique qui mettraient probablement fin à leur carrière au cabinet. Preston Morrison a envoyé un cadeau avec une note qui disait simplement « J'avais tort. Félicitations à vous deux ». L'enquête lancée par Hélène Rodriguez a fini par découvrir des années de pratiques discriminatoires chez Morrison & Associates. 3 associés principaux ont été forcés de partir. Le cabinet a mis en place une formation obligatoire sur les préjugés et a créé une nouvelle initiative de diversité. Ils ont même engagé un consultant pour examiner leurs pratiques contractuelles afin de s'assurer que les décisions étaient basées sur le mérite plutôt que sur les relations sociales. Quant à l'entreprise de Tyler, sans l'interférence de Charles Morrison, le bruit a couru sur la qualité de son travail. En 6 mois, il avait décroché 3 contrats majeurs, dont un avec un cabinet d'avocats cherchant à mettre à jour ses systèmes technologiques. Morrison & Associates a fini par l'embaucher sous la direction d'Hélène Rodriguez, en le payant équitablement et en le traitant avec respect. Je suis retourné à mon travail à l'usine. Même quart du matin, même équipe, même machine. Mais quelque chose avait changé. Les gars avaient entendu parler du mariage, du discours de Tyler, du fait d'avoir tenu tête aux riches qui nous regardaient de haut. C'est devenu un sujet de fierté. Nous n'étions pas juste des agents de maintenance. Nous étions des pères, des fils et des frères qui se présentaient chaque jour, qui construisaient, réparaient et créaient, qui maintenaient les familles ensemble avec des mains calleuses et des cœurs déterminés. Tyler et Vanessa ont construit un bon mariage. Ils ont acheté une maison modeste dans un quartier de classe moyenne, à mi-chemin entre leurs bureaux. Ils dînaient avec moi chaque dimanche, et Vanessa a appris à cuisiner les recettes de macaroni au fromage que j'avais perfectionnées pendant 28 ans. Elle m'a appelé papa au bout de 6 mois, et je pouvais voir qu'elle le pensait vraiment. Ce qui est drôle à propos de ce porte-nom, de cette insulte agent de maintenance peu instruit, faux père qui était censé me diminuer, c'est qu'elle a fini par prouver tout ce qu'elle essayait de nier. Parce que quand Tyler s'est éloigné de la richesse, du prestige et du statut social pour se tenir à mes côtés, il a montré au monde à quoi ressemble une vraie relation père-fils. L'éducation ne fait pas de vous un parent. L'argent ne fait pas de vous un père. Être là, le fait. Se sacrifier, le fait. Aimer quelqu'un assez pour faire passer ses besoins avant votre propre confort. C'est ça qui fait de vous une famille. J'ai toujours ce porte-nom. Je le garde dans ma boîte à outils au travail, juste à côté de la carte de la fête des pères que Tyler m'a faite quand il avait 6 ans. Des dessins au crayon, trop de colle, et les mots « meilleur papa du monde entier » et plaît juste assez faux pour être parfait. Les 2 objets me rappellent la même vérité. La valeur n'est pas déterminée par les diplômes, la richesse ou le statut social. La valeur se mesure en moments, en sacrifices faits et en amour donné, dans le choix de se présenter jour après jour, même quand c'est difficile. Charles Morrison avait le prestige, la richesse et tous les marqueurs du succès. Mais quand le moment est venu de montrer un vrai caractère, il a échoué. Tyler, élevé dans un 2 pièces par un ouvrier d'usine, savait exactement qui il était et ce qui comptait. Cette différence ne venait pas de l'éducation ou de l'argent. Elle venait des valeurs, de l'intégrité, des leçons quotidiennes apprises dans un foyer où l'amour était le seul luxe que nous pouvions nous offrir. Le mois dernier, Tyler m'a appelé avec une nouvelle. Vanessa était enceinte. Je vais être grand-père. Et quand Tyler me l'a dit, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Papa, j'ai réfléchi au genre de père que je veux être. Et j'ai réalisé que j'avais déjà l'exemple parfait. Tu m'as appris qu'être un papa, ce n'est pas fournir tout ce que ton enfant veut. C'est être tout ce dont ton enfant a besoin. Ce bébé grandira avec des avantages que je n'aurais jamais pu donner à Tyler. Fonds pour l'université, leçons de musique, vacances en famille. Mais j'espère que Tyler enseignera aussi à cet enfant ce que je lui ai appris. Que la vraie richesse se mesure au temps passé, à la présence, au choix de continuer à se présenter même quand le monde vous dit que vous n'êtes pas assez. Parce que la vérité, c'est que j'ai toujours été assez. Pas à cause de mon éducation, de mon travail ou de mon compte en banque. J'étais assez parce que j'aimais mon fils avec tout ce que j'avais. Et je lui ai appris par l'exemple que la valeur vient du caractère, pas des diplômes. La famille Morrison a perdu son rang au cabinet, a perdu sa réputation, a perdu son influence, tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas voir que la chose la plus précieuse à cette réception de mariage n'était pas les lustres en cristal, ni le champagne coûteux, ni les robes de créateurs. C'était la relation entre un père et son fils, bâtie sur 28 ans de sacrifice et d'amour. Et à la fin,
Tyler a choisi cette relation par-dessus tout ce qu'ils offraient. Il m'a choisi. Pas parce que j'étais impressionnant, éduqué ou riche, mais parce que j'étais vrai. Parce que notre lien était bâti sur la vérité, la présence et le dévouement quotidien. C'est à ça que ressemble une vraie famille. Pas à des porte-noms, des diplômes et un statut social. Une vraie famille ressemble à un ouvrier d'usine élevant un fils dans un 2 pièces, lui apprenant que le caractère compte plus que la classe, que d'être présent compte plus que de se montrer. Que l'amour est la seule monnaie qui compte vraiment. Alors à Charles et Patricia Morrison, où qu'ils soient maintenant dans leur carrière diminuée et leurs réputations endommagées, je n'ai que ceci à dire, merci. Merci pour ce porte-nom. Merci d'avoir rendu votre mépris si clair que mon fils a dû choisir entre votre monde et le nôtre. Parce que son choix ce jour-là, s'éloignant de votre mariage, de votre argent et de votre prestige pour se tenir aux côtés de son agent de maintenance peu instruit, faux père, a prouvé quelque chose que j'avais toujours cru mais parfois douté. Je l'ai bien élevé, et cela vaut plus que tous les diplômes, la richesse et le statut social du monde. Je m'appelle Robert Hay. J'ai 52 ans. Je travaille comme superviseur de maintenance chez Riverside Manufacturing et je suis le père le plus fier qui ait jamais vécu. Pas parce que mon fils a du succès, bien qu'il en ait. Pas parce qu'il s'est bien marié, bien que Vanessa se soit avérée merveilleuse. Je suis fier parce que, quand cela comptait le plus, Tyler savait exactement qui était son vrai père. Et aucun porte-nom, aucune somme d'argent, aucune famille arriviste ne pourrait jamais changer cette vérité. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait penser aux gens dans votre vie qui ont été présents pour vous, indépendamment de leur diplôme ou de leur statut, partagez-la. Laissez un commentaire à propos de quelqu'un qui vous a aimé non pas avec de la richesse, mais avec sa présence. Et souvenez-vous, les meilleures choses dans la vie ne se mesurent pas en diplôme ou en dollars. Elles se mesurent en moments, en sacrifices, dans le choix de continuer à aimer même quand le monde vous dit que vous n'êtes pas assez. Parce que vous êtes assez. Vous l'avez toujours été.